Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Broadcom suite à la publication de ses résultats annuels. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action. On voit que c'est une ligne droite depuis le crash de 2020. On a quasiment fait on a fait plus qu'un x10, x12, x13. Ça décroche un petit peu depuis la publication des résultats. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action? On va regarder ça. Alors, hop, l'évolution du chiffre d'affaires. On est sur une croissance médiane de 19,6%, c'est élevé, et sur 2024, on a fait 44%. Alors l'entreprise est en exercice décalé, donc c'est pour ça qu'on est à novembre 2024 ici. On voit qu'elle fait des acquisitions sur la période, elle a fait 68,5 milliards de dollars d'acquisitions. Ça représente quand même une part intéressante, une petite part de la market cap, donc c'est des acquisitions qui sont un peu structurantes. Ça booste bien le chiffre d'affaires, comme on peut le voir ici, entre 2023 et 2024, on a fait à peu près 20 milliards, 26 milliards, donc ça, évidemment, ça booste la croissance de l'entreprise. Donc on est sur une entreprise qui a une croissance organique assez élevée, qu'elle agrémente avec la croissance externe, donc ça c'est intéressant. On continue avec l'évolution des taux de marge. Qui dit croissance dit hausse des marges, sinon ça sert à rien de faire la croissance. On a un taux de marge brut qui est sur un niveau d'avantage concurrentiel significatif, on est à 76%, donc ça c'est excellent. L'entreprise, ça nous montre que l'entreprise est de mieux en mieux positionnée d'un point de vue concurrentiel, puisque elle arrive à monter ses prix sans difficulté. Par contre, le taux de marge d'EBITDA, lui, il suit moins. Sur les quelques dernières publications, là on a eu des problèmes, donc il faut aller voir dans les publications, est-ce qu'il y a eu des problèmes opérationnels pour l'entreprise. Là, c'est dommage, tout ce qu'on arrive à améliorer en montant les prix, on le perd en ayant des opérations qui sont moins efficaces. Donc ça, c'est pas extraordinaire. Et le taux de marge net, c'est pareil, il s'est effondré depuis 2023. Donc, est-ce que ça, c'est des pertes comptables, et du coup, on a des free cash flow qui, quand même, continuent à monter, ou est-ce que c'est des pertes réelles, et dans ce cas-là, des pertes réelles, une baisse réelle des bénéfices nets? Dans ce cas-là, il fallait clarifier. Ce qu'on voit ici, finalement, en absolu, on est sur des niveaux élevés, ça c'est bien, mais finalement, on n'est pas sur des marges qui sont qualitatives par rapport à la trajectoire, Surtout le taux de marge net, là, il faut aller creuser. On peut rapidement regarder la marge de free cash flow, mais là, c'est pareil, en fait, elle suit cette baisse du taux de marge net. Donc, en fait, on est sur quelque chose qui est pas ultra qualitatif d'un point de vue marge, en tout cas sur les dernières publications. Peut-être que ça va se redresser par la suite. On va regarder les conversions des bénéfices nets en free cash flow. Alors là, les free cash flow, ils sont exponentiels. Ils sont largement plus élevés que les bénéfices nets, donc c'est bien quand ça se passe de cette façon, si c'est pas au détriment des dépenses en capital. Alors, on regarde. Variation du BFR, moins 20,8 milliards, donc ça c'est excellent, on arrive à avoir de moins en moins besoin de besoin en fonds de roulement, on arrive à faire payer plus vite ses clients par rapport au moment où on paye ses fournisseurs, excellent, on a moins de stock aussi par exemple, donc ça c'est très bien. Ensuite, dépréciation amortissement vs dépenses en capital, on a 3 milliards supplémentaires, donc en fait on va dire qu'on est à peu près sur une équivalence entre capex et dépréciation amortissement, donc on maintient l'appareil productif, on le développe un tout petit peu. Donc ça c'est pas mal pour la croissance future. Et est-ce qu'on a des other non-cash items? On en a pour 42 milliards. Donc là il faut aller voir de quoi il s'agit dans les tableaux de flux de trésorerie. Et si vous faites le calcul ici, vous n'avez pas toute la différence. Donc rendez-vous dans les tableaux de flux de trésorerie pour savoir de quoi est constituée cette différence entre les free cash flow et les bénéfices nets. Si l'entreprise n'est pas endettée, on pourra utiliser les free cash flow pour la valoriser puisque ça représente mieux ce que gagne l'entreprise. Allez, on continue avec le rendement des capitaux investis. On est sur 11,4% contre une médiane de 11,9%. Donc on est bien au niveau rentabilité. On est bien. Est-ce qu'on est au-delà de la croissance organique? Alors il faudrait voir à quel niveau est la croissance organique. Si elle est à ce niveau-là, à 8%, on peut s'autofinancer. Et je pense que c'est le cas en fait. Je pense que l'entreprise arrive à s'autofinancer. Et en fait ici, comme on a la croissance externe, évidemment, on doit utiliser de la trésorerie ou de la dette pour faire la croissance. Mais si on faisait que de la croissance organique, il n'y aurait pas de problème pour l'entreprise. Allez, on continue avec l'endettement du groupe. Alors là, forte hausse de la dette, et je pense que c'est pour l'acquisition qu'on a vu ici. Donc c'est ça correspond, hop. Bon, donc est-ce que c'est soutenable ce niveau d'endettement? 57 milliards, 28 milliards d'EBITDA, on est à 2 fois, aucun souci. On est en dessous de 3 fois les free cash flow, donc cette dette-là est soutenable, d'ailleurs elle commence déjà à baisser.
Donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, la rémunération des actionnaires. Hop. On est sur un dividende de 10 milliards 150 millions. On est légèrement en dessous de la moitié des free cash flow. Donc ce dividende est très sécurisé, très soutenable. En plus, il a une augmentation constante. Ça, c'est super pour les actionnaires. Maintenant, est-ce que ce rendement est attractif ? On voit qu'il est un peu faible, hein, le rendement. Là, on est sur quelque chose qui représente 1,1%. Un rendement de l'actionnaire qui a 1,81%, mais je ne sais pas comment ils obtiennent ce calcul, parce qu'il y a de la dilution sur les quelques dernières publications. Donc en fait le rendement de l'actionnaire il a 1% maxi quoi. Donc à ce niveau-là, la rémunération de l'actionnaire n'est pas terrible hein, sur Broadcom. En tout cas, vu la cherté de l'action à l'heure actuelle, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. On se met en valeur d'entreprise sur EBITDA, on est valorisé 2 fois le multiple médian. Donc en fait c'est parti complètement en sucette, ça a complètement décollé là. Est-ce que le marché a anticipé une forte croissance ? Peut-être. Donc sur la dernière publication ça a un peu baissé, mais en fait on est sur une valeur de croissance, hein, donc il faut prendre les prévisions des analystes sur les 12 prochains mois, mais on est déjà aussi au double. Donc est-ce qu'il faut aller voir plus loin ? Est-ce qu'il faut prendre les prévisions à 24 mois, à 36 mois ? Peut-être. Mais là vous positionnez sur de l'investissement de croissance, et moi ce n'est pas ce que je fais que de la value. Donc conclusion du dossier, Broadcom ça peut être intéressant si vous faites de la croissance et il y aura de la croissance sur le secteur. Donc dans ce cas-là, il faut être investisseur de long terme hein, sur ces boîtes de croissance, parce qu'avant d'avoir les free cash flow qui nous sont rendus, il va falloir attendre 5 à 10 ans. Donc à ce niveau-là, pour du gain à court terme, c'est trop risqué à ce niveau-là. Et donc je pense qu'il vaut mieux se tenir à l'écart, sauf si vous êtes prêt à porter la position pendant 10 ans par exemple. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.